Bonjour, je m'appelle Sébastien Turcotte, je suis agronome, je suis le responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage au Centre de développement du port du Québec. Donc, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de technologies et de stratégies qui permettent d'optimiser les conditions d'ambiance dans les bâtiments porcins. Avec les changements climatiques, il est essentiel de regarder du côté des nouvelles technologies et des stratégies de ventilation qui permettent de mieux contrôler les conditions d'ambiance. Dans cette capsule vidéo, je vais traiter premièrement des concepts de température ressentie par l'animal, ainsi que de différents systèmes de refroidissement qui existent, qui sont actuellement sur le marché, qui permettent de refroidir les animaux. Je vais traiter également de l'intelligence artificielle, de leur arrivée dans leur bâtiment et de les impacts qu'il peut avoir sur les conditions d'ambiance. Je vais vous parler aussi des contrôles qui permettent de ventiler à partir de nouveaux capteurs, donc les capteurs d'humidité, de CO2 et d'ammoniac. Puis, je vais également traiter de différents systèmes de préconditionnement de l'air, dont le puits canadien, la géothermie, l'aérogéothermie, les échangeurs d'air récupérateurs de chaleur, ainsi que les murs solaires. Finalement, je vais également traiter des haies brise-vent qui peuvent avoir un impact non négligeable sur les conditions d'ambiance dans le bâtiment porcin. Tout d'abord, il est important de comprendre le concept de thermoneutralité. La thermoneutralité, c'est la plage de température où l'animal se sent confortable pour une dépense minimale d'énergie. Elle est souvent appelée aussi zone de confort. On peut voir sur le graphique que cette zone de confort, plus l'animal est jeune, plus la température dans la zone de confort est élevée, et plus l'animal vieillit, plus la température nécessaire pour l'animal pour qu'il soit dans cette zone de confort est faible. Pour ce qui est de la TCI, qui est la température critique supérieure, lorsqu'il fait plus chaud que cette température-là pour l'animal, l'animal devient en hyperthermie, c'est-à-dire qu'il doit dépenser de l'énergie pour maintenir sa température corporelle. Il devient donc en stress thermique. À l'inverse, lorsque la température ambiante est plus faible que la température critique inférieure, donc lorsque la température se situe sous cette ligne, l'animal devient en hypothermie, donc c'est-à-dire que l'animal a froid et qu'il doit utiliser de l'énergie pour produire de la chaleur. Mais il faut faire attention, il ne faut pas tenir compte uniquement de la température de la salle, il faut prendre en considération ce que l'animal ressent. En plus du concept de thermoneutralité, il est important de bien comprendre le concept de la température ressentie. La température ressentie par le porc est influencée par différents facteurs environnementaux, dont le type de plancher. Donc, le type de plancher va avoir un effet de refroidissement pour l'animal, sauf lorsqu'il y a présence de litière. La vitesse de l'air, plus la vitesse est élevée, plus l'effet de refroidissement va être grand. L'isolation du bâtiment, donc un bâtiment qui est bien isolé, conserve mieux sa chaleur en hiver et empêche cette chaleur de rentrer pendant l'été. Et puis l'utilisation de systèmes de refroidissement ou de chauffage, qu'on venir soit refroidir ou réchauffer les animaux. En 2004, Baker et al. Ont déterminé une charte qui permet de calculer la température ressentie de l'animal. Comment ça fonctionne? Il faut prendre par exemple la température ambiante de la salle et puis additionner ou soustraire les effets de refroidissement ou de réchauffement du plancher, de la vitesse de l'air, de l'isolation du bâtiment, des systèmes de refroidissement et de chauffage. Et puis, la somme que ça va nous donner, il faut qu'elle soit dans la zone de confort de l'animal. Si la somme est supérieure, ça veut dire que l'animal va être en hyperthermie, même si la température de la salle est dans la zone de confort de l'animal. Et à l'inverse, lorsqu'on fait cette somme-là, même si la température ambiante de la salle est dans la zone de confort, si la somme fait qu'on on se retrouve sous la température critique inférieure de l'animal, du porc, donc ça veut dire que l'animal est en hyperthermie. Dans la prochaine diapo, nous allons passer en revue les différents systèmes qui permettent de diminuer la température ressentie par les porcs. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de refroidissement. Le premier niveau, qu'on appelle ventilation, est pour des températures ambiantes variant entre 18 et 23 degrés Celsius. Donc, pour ventiler les bâtiments porcins, souvent il va y avoir des ventilateurs muraux ou une ventilation naturelle. Ceci va permettre de maintenir une bonne condition d'air, une bonne qualité d'air, surtout pour les saisons de l'automne, hiver et puis le printemps. La limite de ces systèmes-là, c'est qu'il faut minimalement respecter les débits d'air recommandés. Au niveau des coûts initiaux, ben, minimalement, c'est un besoin essentiel dans les bâtiments porcins. Donc, c'est notre investissement de référence, si on veut. Puis au niveau du coût d'utilisation, même chose. Donc, ça doit être présent dans les bâtiments porcins. Donc,
ça va être notre coût d'utilisation de référence. Le deuxième niveau de refroidissement consiste à créer des vitesses d'air sur les animaux pour les rafraîchir. Donc, ça fonctionne bien entre 23 et 28 degrés Celsius. Il y a trois moyens pour créer des vitesses d'air sur les porcs. Le premier va être d'utiliser des entrées d'air que l'air va diriger sur les animaux. Le deuxième, ça va être d'utiliser des ventilateurs de recirculation qui va créer un courant d'air vers les porcs. Puis, la troisième méthode va être d'avoir un bâtiment qui utilise une ventilation tunnel dans l'objectif de créer un grand courant d'air dans le bâtiment. Selon Masabi et Hall en 2001, entre 24 et 28 degrés Celsius, une vitesse d'air de 200 pieds minute vient réduire la température ressentie des porcs de 5 à 6 degrés Celsius. La limite de la vitesse d'air sur les animaux, c'est lorsque la température de l'air devient supérieure à celle de la peau des animaux. Donc, aux alentours de 32 degrés Celsius, il n'y a plus de refroidissement possible par convection parce que les porcs ne transpirent pas. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'air est plus chaude que la peau des porcs. Donc, au lieu de refroidir le porc, parce que la chaleur va toujours du plus chaud vers le plus froid, si l'air est plus chaude que le porc, donc au lieu de refroidir notre porc, on va réchauffer notre porc. Puis la vitesse d'air au niveau des animaux est supérieure lorsque les divisions d'enclos sont ajourées. Ça, c'est vrai dans peu importe le système sur les entrées d'air dirigées, la recirculation ou la ventilation tunnel. Donc, d'avoir des enclos pleins, ça va être un obstacle pour créer des courants d'air qui vont se rendre jusque sur les animaux. Au niveau des coûts initiaux, donc les entrées d'air dirigées, donc c'est parmi les trois méthodes de créer des vitesses d'air sur les animaux. C'est cette méthode-là qui coûte le moins cher. Suivi des ventilateurs de recirculation, donc il faut se rajouter de l'équipement. Puis de créer une ventilation tunnel, ça coûte plus cher que d'utiliser ou de juste rajouter des ventilateurs de recirculation. Au niveau des coûts d'utilisation, donc d'utiliser des entrées d'air dirigées, ça coûte vraiment pas cher. Utiliser les ventilateurs de recirculation, donc ça va nécessiter plus d'énergie, donc plus d'énergie électrique pour faire fonctionner ces ventilateurs-là. Puis, au niveau de la ventilation tunnel, même chose. Ça va être des plus gros ventilateurs, mais qui vont créer un grand courant d'air dans tout le bâtiment. Le troisième niveau de refroidissement, c'est lorsque la température va être plus élevée que 28 degrés Celsius. Donc, à ce moment-là, on va utiliser de l'eau pour refroidir soit l'air ambiant ou soit mouiller les animaux. Si on veut refroidir l'air ambiant, il existe deux moyens pour le faire. Soit une brumisation haute pression, comme on peut voir ici, ou des rideaux d'évaporation, souvent plus communément appelés les cooling pads. Si on revient avec la brumisation, c'est efficace lorsque l'humidité relative est quand même assez faible, donc en bas de 50 à 60%. À ce moment-là, selon Marquis en 2002, ça nous permet de diminuer la température de l'air d'environ 4 degrés Celsius. Pour ce qui est des rideaux d'évaporation, même chose, ça fonctionne super bien. On peut diminuer la température de l'air jusqu'à 6 degrés Celsius lorsque l'humidité relative de l'air n'est pas trop élevée. Par contre, la limite de ces systèmes-là, c'est lorsque l'humidité de l'air est plus élevée que 70%, ça devient beaucoup moins efficace et puis l'efficacité diminue de manière exponentielle. Pour ce qui est des coûts, c'est quand même des systèmes qui coûtent cher initialement. Pour le système de brumisation, donc il faut s'acheter une pompe haute pression avec une série de filtres, puis tout mettre le dispositif de buse à la grandeur du bâtiment. Pour ce qui est des rideaux d'évaporation, l'achat initial, tout dépendant de le bâtiment, comment il est fait, ça a un certain coût. Si le bâtiment a été conçu pour avoir une entrée d'air centralisée, le coût va être beaucoup plus faible. Mais dans le cas des bâtiments plus conventionnels, le coût va quand même assez élevé parce qu'il va falloir mettre des rideaux d'air sur toute la longueur, des rideaux d'évaporation sur toute la longueur du bâtiment. Au niveau du coût d'utilisation, pour ce qui est de la brumisation, donc le coût est quand même assez élevé. Donc il y a une dépense énergétique pour faire fonctionner la pompe haute pression. Puis l'autre chose, c'est que les buses, souvent, ça va fonctionner seulement 2 à 3 mois par année, le système de brumisation. Souvent, les buses vont avoir tendance à se boucher dans le temps que le système n'est pas utilisé.
Donc, souvent, au début de la saison, il va falloir changer plusieurs buses parce qu'elles deviennent complètement bouchées et non fonctionnelles. Pour ce qui est du cooling pad, pour ce qui est de son coût d'utilisation, ce n'est pas très élevé. Dans le fond, c'est une pompe à piscine qui fait recirculer de l'eau à l'intérieur du rideau d'évaporation. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a de l'eau qui est envoyée en haut du rideau. L'eau, elle descend par gravité à travers le rideau d'évaporation, puis on force l'air à passer à travers ce rideau d'eau-là. Puis, lorsque l'air traverse le rideau d'évaporation, ben là, elle va se charger en humidité, puis elle va diminuer en température. Donc, son coût d'utilisation est beaucoup plus faible que le système de brumisation haute pression. Le dernier niveau de refroidissement, qui consiste à mouiller les pores lorsque la température est plus élevée que 28 degrés Celsius, deux moyens peuvent être utilisés, soit le système de goutte à goutte pour les animaux qui sont en cage. Donc, on parle plus au niveau de la maternité lorsque les truies sont logées en cage. Ou sinon, on peut utiliser le système d'aspersion, donc utiliser des gicleurs pour mouiller les animaux. Au niveau de l'efficacité, dans les deux systèmes, c'est efficace dans toutes les conditions d'humidité relative de l'air. Puis, lorsqu'on combine le fait de mouiller les animaux avec les vitesses d'air, donc on peut créer un effet de refroidissement de 6 à 12 degrés Celsius. Au niveau de la limitation de ces systèmes-là, c'est de trouver le bon ajustement des temps de marche et d'arrêt pour éviter de gaspiller l'eau. Par exemple, souvent, on va faire fonctionner le système une minute, puis le système va être arrêté 15 à 20 minutes jusqu'à temps que le plancher redevienne sec. Puis après ça, on va remettre le système en fonction pendant une minute, et après ça, le système va arrêter, et ainsi de suite. Puis, si on utilise le système d'aspersion en engraissement, il faut faire attention pour ne pas envoyer de l'eau dans les trémies pour ne pas mouiller l'aliment qui, par la suite, pourrait surir et moisir. Donc, au niveau des coûts initiaux pour les gouttes à gouttes puis l'aspersion, donc les coûts sont très faibles. Puis, même chose au niveau des coûts d'utilisation. Donc, une fois que c'est installé, ben, c'est des petites minuteries qui vont faire démarrer les systèmes avec une valve électrique. Donc, c'est des systèmes qui coûtent pas très cher initialement et même chose au niveau de l'utilisation, ça coûte vraiment pas cher. Un autre moyen qui permet d'optimiser les conditions d'ambiance dans les bâtiments porcins est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les contrôles de ventilation. Contrairement aux contrôleurs traditionnels qui fonctionnent par palier de ventilation, c'est-à-dire lorsque la température désirée dans la salle est près de la température extérieure, seulement quelques ventilateurs fonctionnent, et plus il fait chaud dans le bâtiment, plus il va y avoir de ventilateurs qui vont démarrer, et puis ils vont démarrer toujours dans la même ordre. L'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, elle, c'est que le système va apprendre et il va calculer l'impact de chacun des éléments du système de ventilation, donc au niveau des ventilateurs, des entrées d'air, des systèmes de refroidissement. Donc, il va calculer et apprendre ce que chaque élément va faire sur les conditions d'ambiance dans la salle. Il va également calculer ce que l'animal ressent, puis ça en fonction des conditions d'ambiance extérieures. Donc, ce contrôle-là, également, il tient compte des prévisions météorologiques pour contrôler l'ambiance de la salle. Ils anticipent ce qui s'en vient, donc ils peuvent agir en conséquence. Par exemple, s'il annonce vraiment froid, le système va commencer à chauffer, même s'il ne fait pas encore froid à l'extérieur. Chacun des éléments peut être contrôlé indépendamment. Donc, ceci dit, ça offre plus de possibilités pour trouver les conditions d'ambiance optimales. Également, la communication entre chacun des éléments est beaucoup plus simple que dans les systèmes actuels. Donc, la communication peut être sans fil ou avec un protocole qu'on appelle Modbus. Donc, ce que ça permet de faire des économies au niveau de l'installation électrique, des économies non négligeables, souvent de 20 à 50%. Puis aussi, ça permet de pouvoir faire des modifications étape par étape, ce qui n'est pas le cas avec les contrôleurs traditionnels, où est-ce que lorsqu'on fait une modification, il faut faire les modifications de tout le bâtiment en même temps. Pour bien comprendre le fonctionnement de la ventilation avec l'intelligence artificielle en été, comparativement à la ventilation conventionnelle, voici un exemple fictif. Dans cet exemple-là, la consigne de température est réglée à 20 degrés Celsius. Au niveau de la prévision météo, donc, il annonce frais le matin,
On prévoit un maximum de 26 degrés en fin d'après-midi, puis il annonce frais en soirée aux alentours de 15 degrés Celsius. Il faut savoir qu'au Québec, euh, la conception des bâtiments est faite pour qu'il y ait un maximum de 2 degrés Celsius d'écart entre la température extérieure et la température intérieure. Donc, dans le bâtiment qui est ventilé de manière conventionnelle, donc plus la température extérieure augmente, plus la température intérieure également va augmenter. Puis à toutes les fois qu'il fait plus chaud, dans le bâtiment conventionnel, j'ai des paliers de ventilation supplémentaires, c'est-à-dire d'autres ventilateurs qui vont se mettre en fonction pour sortir cette chaleur supplémentaire-là, puis créer des courants d'air dans le bâtiment. Au niveau de l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? C'est que lui, il sait d'avance qu'il annonce une canicule en après-midi. Donc, ce qu'il fait, dès tôt le matin, au lieu de maintenir une température de 20 comme la consigne qui est demandée, il va plutôt maintenir ça encore plus frais, parce qu'il sait que c'est possible, parce qu'il sait qu'il annonce chaud en après-midi. Donc, le système sait qu'il va faire chaud, donc il en profite pour garder la fraîcheur quand c'est possible. À partir de midi, au lieu de faire partir d'autres ventilateurs pour sortir la chaleur, puis cette chaleur-là, quand on part d'autres ventilateurs, ça veut dire qu'il y a de l'air de l'extérieur qui rentre dans le bâtiment. Cette air-là est plus chaude parce qu'il fait plus chaud à l'extérieur. Donc, en bâtiment conventionnel, en ventilation conventionnelle, plus il fait chaud, plus on va ventiler, puis plus on va aller chercher la chaleur extérieure, si on veut. Fait que, avec l'intelligence artificielle, ce qu'il va faire, lui, il va plutôt, au lieu d'augmenter la vitesse d'air, de faire fonctionner plus de ventilateurs, il va faire l'inverse. Il va diminuer au maximum qu'il peut la ventilation, le débit de ventilation, parce qu'il va profiter de l'inertie thermique du bâtiment. Donc, il sait, parce qu'il l'a déjà essayé, s'il ventile au maximum, ce qu'il fait, c'est qu'il va réchauffer plus vite son bâtiment. En ventilant au minimum, juste pour ventiler pour sortir les gaz nocifs, les poussières, il va conserver la fraîcheur du bâtiment. Fait qu'il va faire ça le plus longtemps possible, jusqu'à temps que la température intérieure augmente. Puis à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à ventiler au maximum pour justement créer un courant d'air sur les animaux. Donc la même stratégie que dans le conventionnel. Donc les quelques heures par jour avec des températures plus fraîches, à cause de l'inertie thermique du bâtiment, donc ça fait que les ports vont être en durée moins longue, vont être moins longtemps en hyperthermie. Donc il va y avoir moins de perte de performance due à la chaleur. En hiver, l'intelligence artificielle s'assure d'obtenir des conditions optimales dans les bâtiments. Lors de prévisions de grand froid, plus que le système connaît l'efficacité de chauffage de son bâtiment en fonction des conditions extérieures, il va commencer plus tôt à chauffer pour éviter des diminutions non voulues de la température de la salle. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il calcule toujours la meilleure stratégie énergétique, ce qui va permettre de diminuer les coûts de chauffage puis la production de gaz à effet de serre comparativement à un bâtiment conventionnel. Donc, si un bris de chauffage arrive, ce qui est le fun avec l'intelligence artificielle, c'est que l'alarme va être envoyée avant de constater la baisse de température de la salle. Le système d'intelligence artificielle comprend qu'il ne pourra pas atteindre la consigne ciblée parce qu'il y a, par exemple, un système de chauffage qui est défectueux. Donc, ils vont envoyer l'alarme plus rapidement à l'éleveur qui va pouvoir agir avant qu'il fasse trop froid dans le bâtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle dans les contrôles de ventilation a déjà fait ses preuves, puis ça fonctionne très bien. Il y a déjà plusieurs bâtiments porcins et aussi au niveau des fermes laitières qui sont installés avec ce type de contrôle de ventilation-là. Puis l'autre chose, c'est que cette technologie-là est abordable, à peu près au même prix que les ventilateurs conventionnels. Mais comme j'ai mentionné précédemment, le coût d'installation va être 20 à 50% inférieur. Puis l'autre chose, c'est que c'est très simple d'utilisation. Une fois que les paramètres de base sont réglés, le système va tout gérer par lui-même. L'IRDA et le CDPQ ont un projet de recherche en cours sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le titre du projet s'appelle « Amélioration du bien-être animal en production porcine par l'adoption d'une stratégie intelligente de contrôle d'ambiance ». Puis ce projet-là devrait se terminer à l'automne 2022. Donc, le projet consiste à ventiler une salle d'élevage en fonction de l'indice de confort, qu'on appelle HS2I, pour améliorer les performances des porcs en croissance.
Dans ce projet-là, on simule 2 canicules de 7 jours pendant l'élevage sur les porcs qui pèsent entre 50 et 130 kg. Donc, on compare la stratégie conventionnelle. Dans la stratégie conventionnelle, on utilise les ventilateurs muraux, la recirculation, également l'aspersion, versus la stratégie HS2I, qui tient compte de la température ressentie, qui elle aussi va utiliser les ventilateurs muraux, la recirculation et puis l'aspersion. Il faut savoir que les algorithmes utilisés pour l'indice de confort, le HS2I, ont été développés par le CDPQ. Donc, au niveau des résultats préliminaires, jusqu'à maintenant, on a vu une amélioration du GMQ de 15% avec la stratégie HS2I comparativement à la stratégie conventionnelle. Avec l'arrivée de la popularité des contrôles de nouvelle génération et l'arrivée de nouvelles sondes de mesure des conditions d'ambiance qui sont plus abordables, également plus durables, et qui permettent d'améliorer les conditions d'ambiance dans toutes les circonstances et aussi d'améliorer le bien-être des animaux. Ce qui est bien, c'est que parfois, ces améliorations peuvent se refléter sur les performances techniques des animaux. Le CDPQ a actuellement un projet de recherche en cours sur l'utilisation des nouvelles sondes. Le projet s'intitule Amélioration du bien-être des porcelets en pouponnière par l'optimisation des conditions d'ambiance dans le climat québécois, un projet pilote. La fin de ce projet est prévue pour l'automne 2022. L'utilisation des sondes exprimant par exemple le taux de CO2, l'humidité relative de l'air, ainsi que l'ammoniac, permet de prendre des décisions éclairées sur le taux de ventilation minimum nécessaire au lieu d'agir à l'aveugle comme c'est fait actuellement. Il faut savoir qu'actuellement, c'est le nez de l'éleveur, son expérience qui va faire que l'éleveur va soit augmenter ou diminuer la vitesse des ventilateurs pour déterminer le changement d'air minimal de la salle. Donc, avec ces nouvelles sondes, il est maintenant possible d'ajuster la vitesse minimale en fonction de données réelles. Donc, pour faire ça, on utilise les sondes d'humidité, de CO2, puis d'ammoniac. Comment ça fonctionne? C'est qu'on met des compensations pour l'ajustement des vitesses minimales selon ce qui est mesuré. Par exemple, si on veut avoir un taux de CO2 inférieur à 5000 ppm dans la salle d'élevage, si la sonde mesure plus de 5000 ppm, le contrôle va augmenter graduellement la vitesse minimum pour augmenter les changements d'air, pour sortir ce CO2-là, puis le remplacer par de l'air frais qui en contient moins. Donc, pour le projet qui est actuellement en cours dans la pouponnière, au niveau des résultats préliminaires, on n'a pas vu d'impact au niveau du GMQ, mais par contre, on a vu un impact au niveau de l'amélioration de la conversion alimentaire de 0,06, ce qui n'est pas négligeable pour la section pouponnière. Dans les prochaines diapos, nous allons regarder différentes technologies qui existent pour préconditionner l'air qui rentre dans les bâtiments porcins. Tout d'abord, commençons par le puits canadien. Tout d'abord, le puits canadien est un tuyau ou un réseau de tuyaux enfoui dans le sol servant de prise d'air pour un bâtiment. Les tuyaux sont enfouis à environ 2 mètres de profondeur pour réchauffer l'air entrant en hiver ou pour le refroidir en été à partir de la masse thermique du sol. Au Québec, il faut savoir que la température moyenne du sol varie entre 5 degrés Celsius à la mi-mars à 14 degrés Celsius à la mi-septembre. Pendant ce temps, les températures moyennes de l'air extérieur varient de -8 à 22 degrés Celsius. La vitesse optimale pour favoriser le transfert de chaleur à travers la paroi des tuyaux s'établit autour de 3 mètres par seconde. Donc, il s'agit donc d'un système de géothermie sol-air où l'air est aspiré dans le puits canadien, dans le réseau de tuyaux, à l'aide d'un ventilateur, puis ensuite, cet air-là est poussé dans le bâtiment. En 2014, le chercheur Marceau a adapté un puits canadien pour la ventilation d'une pouponnière en chèvrerie laitière. Donc, ce projet n'a pas été réalisé en production porcine, mais les débits de ventilation sont du même ordre qu'en pouponnière porcine. On peut voir au niveau du débit minimum, au niveau de la chèvrerie, on parle de 1,5 pieds cubes par minute, puis en pouponnière pour les porcelets, on parle de 1,9. Pour ce qui est des débits maximum, donc en chèvrerie, on parle de 27 pieds cubes par minute par animal. En pouponnière, on parle plutôt de 38 pieds cubes par minute. Donc, c'est dans le même ordre de grandeur.
Voici les résultats du projet de Marceau. Premièrement, il mentionne que l'usage d'un puits canadien permet de ventiler adéquatement un bâtiment en utilisant un taux de changement d'air approprié. Lors des froids extrêmes, le puits a permis d'admettre de l'air à plus de 2 degrés Celsius comparativement à moins 32 degrés Celsius qui était la température de l'air extérieur. Il en résulte donc une économie d'énergie importante et surtout un confort accru pour les animaux. Donc, on a eu moins de besoin de chauffage, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre par la combustion du propane. En été, lors d'une canicule, donc lorsqu'il faisait plus de 30 degrés Celsius, l'air admis à l'entrée du bâtiment était de 22 degrés Celsius pour un débit maximal de 1275 pieds cubes par minute. Donc, dans ces circonstances, le puits canadien apportait un pré-refroidissement de l'air ventilé de l'ordre de 7000 watts de puissance, et ça grâce à un ventilateur qui consommait, lui, seulement 200 watts. Donc, on peut voir que les puits canadiens, ça fonctionne bien, puis que ça pourrait fonctionner dans les bâtiments porcins. Regardons maintenant l'utilisation de la géothermie en production porcine. Tout comme les puits canadiens, le système de géothermie est utilisé pour le chauffage et la climatisation des bâtiments, puis il s'appuie sur le principe qu'en profondeur, de 6 à 10 mètres comparativement à 2 mètres pour les puits canadiens, la température du sol n'est plus influencée par les variations de température en surface, puis elle est relativement constante à l'année longue, entre 8 et 10 degrés Celsius. La température du sous-sol terrestre est donc plus chaude que celle de l'air en hiver et plus fraîche que celle de l'air en été. Un système de géothermie est composé de trois éléments. Le premier, c'est l'échangeur de chaleur souterrain, donc un réseau de tuyaux. Ensuite, il y a la pompe à chaleur et un système de distribution. Donc, en mode chauffage, l'échangeur capte la chaleur du sol qui est ensuite recueillie par la pompe à chaleur. Cette chaleur est ensuite acheminée vers le bâtiment par l'entremise d'un système de distribution de la chaleur. Inversement, en mode climatisation, la chaleur du bâtiment est acheminée vers le système de distribution de la chaleur, puis captée par la pompe à chaleur et finalement rejetée dans le sol par l'échangeur. En 2019, le Prairie Swine Center ont fait un essai de géothermie dans un engraissement de leur ferme de recherche. Dans ce projet, ils ont comparé deux traitements différents, soit une salle conventionnelle où est-ce qu'ils utilisaient des ventilateurs muraux avec une entrée d'air mural du côté opposé, puis c'était du chauffage qui utilisait le propane comme combustion, puis c'était un chauffage à air pulsé. Le deuxième traitement, c'était la salle avec la géothermie. Donc, ils utilisaient la géothermie pour chauffer en hiver et également pour refroidir l'air en été à l'aide d'une pompe à chaleur. Sur la base des résultats de cette étude, les conclusions suivantes peuvent être faites. Le système de géothermie a permis une réduction de la consommation d'énergie pour le chauffage et la ventilation de 36% pendant la saison froide. Les conditions d'ambiance, au niveau de la qualité de l'air, la température moyenne et l'humidité relative, ont été très similaires dans les deux traitements pendant la saison hivernale. Pendant la saison chaude, le système de géothermie était utilisé pour refroidir la chambre. La consommation d'énergie était plus grande, on parle de 1475 kW de plus que dans la salle conventionnelle, principalement dû au fonctionnement de la pompe à chaleur. La température moyenne de l'air ambiant était plus froide dans la chambre avec la géothermie par rapport à la chambre conventionnelle. Les auteurs mentionnent également qu'il y avait une réduction significative du méthane et du dioxyde de carbone dans la pièce avec le système de géothermie par rapport à la pièce où le chauffage était au gaz conventionnel. Passons maintenant à une autre technologie qui s'appelle aérogéothermie. L'aérogéothermie, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de capter l'air contenu dans les interstices du sol. Contrairement à un puits canadien où l'air est puisé à l'extérieur et circule dans une conduite enfouie, le puits de captation du système d'aérogéothermie permet d'aspirer directement l'air présent dans le sol. Il permet d'utiliser l'inertie du sol pour conditionner l'air utilisé pour la ventilation de l'élevage. Le CDPQ a réalisé un projet de recherche afin d'évaluer l'efficacité de l'aérogéothermie à filtrer l'air entrant dans un bâtiment et aussi évaluer son efficacité de conditionnement de l'air. Voici les résultats de l'aérogéothermie sur le conditionnement de l'air. L'aérogéothermie agit comme un stabilisateur de la température. Son effet est plus marqué lors des conditions météorologiques extrêmes, comme dans les canicules. On peut voir sur le graphique ici, en rouge,
c'est la température extérieure. Donc, on peut voir que lors de cette journée-là, la température elle a atteint au-dessus de 30 degrés Celsius en après-midi pour diminuer aux alentours de 20 pendant la nuit et remonter à plus de 32 degrés Celsius le lendemain. Pendant ce temps-là, la température de l'air puisé par le puits de captation d'aérogéothermie, qui est la ligne en verte ici, donc on puisait l'air aux alentours de 21 degrés Celsius. Donc, ça nous permettait d'aller chercher l'air jusqu'à 12 degrés Celsius de moins que l'air extérieur. Voici également l'effet stabilisateur du système d'aérogéothermie lors des grands froids. Donc, comme dans les graphiques précédents, la ligne pointillée en rouge représente la température extérieure. Donc ici, la température elle a baissé aux alentours de moins 23. Elle a augmenté environ moins 5 le jour. Puis elle a rebaissé à tout près de moins 25 pendant la nuit. Elle a remonté ici aux alentours de moins 7, moins 8 dans le jour. Puis la température qui était puisée, la température de l'air qui était puisée dans le système d'aérogéothermie, c'est la ligne verte ici. Donc on allait chercher l'air aux alentours de moins 4, moins 5 degrés Celsius lorsqu'il faisait jusqu'à moins 25 à l'extérieur. Donc le système d'aérogéothermie a permis de préchauffer l'air jusqu'à 20 degrés Celsius de plus que l'air extérieur. Cependant, même si l'aérogéothermie est très efficace pour conditionner l'air entrant dans le bâtiment, donc pour la préchauffer en hiver et la rafraîchir en été, seulement un très faible débit d'air est épuisé dans le système. On parle d'environ 500 pieds cubes par minute. On a aussi observé que le débit était légèrement affecté lors des pluies abondantes. Donc, il y avait une baisse d'environ 8% du débit lorsqu'il y avait plus de 30 mm de pluie qui tombait. Puis que le débit d'air était beaucoup plus faible lors de la fonte des neiges. Donc, au niveau du printemps, souvent le débit est affecté à la négative. On parle jusqu'à 32% de moins de débit d'air. Il faut savoir aussi que l'objectif principal de ce projet-là, c'était de regarder si un système d'aérogéothermie permettait de filtrer l'air pour éviter des contaminations de virus dans le bâtiment parisien. Donc, pour faire ça, la tranchée était recouverte de 100% de sable filtrant. Donc, l'aérogéothermie a rempli son objectif de filtrer l'air. Donc, aucun virus, aucune bactérie a réussi à passer dans le système d'aérogéothermie pour aller contaminer des animaux. Par contre, le fait que la tranchée était faite de 100% de sable filtrant, ça fait que c'était très restrictif au passage de l'air. Donc, il serait possible d'optimiser le puits de captation du système d'aérogéothermie en ajoutant de la pierre concassée nette, puis une certaine épaisseur de sable pour garder l'effet de filtration. Les travaux dans ce sens devraient donc être réalisés avant d'aller plus loin, avant d'installer cette technologie-là sur des fermes porcines. Regardons maintenant l'efficacité des échangeurs de chaleur récupérateurs de chaleur. Les échangeurs d'air récupérateurs de chaleur récupèrent la chaleur de l'air vicié évacué du bâtiment pour préchauffer l'air frais provenant de l'extérieur. Ils permettent de réduire les coûts énergétiques de manière très importante. On parle des réductions de 50 à 70%. Ils ont fait leurs preuves dans le domaine avicole. Puis la nouvelle génération d'échangeurs d'air récupérateurs de chaleur a corrigé les problématiques des équipements de la vieille génération, où souvent les équipements gelaient en hiver ou s'encrassaient rapidement en cours d'élevage et perdaient leur efficacité. Il existe maintenant des modes d'égivrage, du lavage automatique, puis c'est des équipements qui sont faciles à nettoyer entre les lots d'animaux. Le CDPQ réalise actuellement un projet de recherche intitulé Évaluation des performances environnementales, agronomiques et économiques d'un système de contrôle automatisé de l'environnement des bâtiments, utilisant différentes technologies de conditionnement de l'air dans un contexte d'agriculture de précision. Les résultats de ce projet seront disponibles à partir d'avril 2023. L'objectif principal du projet est d'évaluer deux technologies existantes qui permettent de réduire les gaz à effet de serre produits par les systèmes de chauffage au propane dans les bâtiments de pouponnières porcines. Les sous-objectifs, c'est d'évaluer les performances environnementales d'un échangeur d'air récupérateur de chaleur, d'énergie solution air, et une fournaise au propane où le gaz de combustion, donc le CO2 et la vapeur d'eau, sont expulsés à l'extérieur du bâtiment
comparativement à l'utilisation des systèmes classiques de chauffage de propane où les gaz de combustion sont relâchés dans l'air intérieur du bâtiment. L'autre objectif, c'est également d'évaluer les impacts agronomiques et technico-économiques de l'utilisation de ces technologies, notamment sur la santé et le bien-être des animaux, sur leur taux de croissance et sur leur efficacité alimentaire. Regardons maintenant l'efficacité des murs solaires à préchauffer l'air entrant dans un bâtiment. En 2004, le CDPQ, conjointement avec l'IRDA, ont réalisé un projet de recherche sur l'efficacité des murs solaires. Pour ce faire, ils ont modifié une pouponnière de 1000 places pour évaluer l'efficacité d'une tôle noire perforée pour préchauffer l'air entrant dans le bâtiment. Cette technologie utilise l'effet de rayonnement solaire sur une tôle noire perforée et convertit la lumière en chaleur par convection, ce qui permet de préchauffer l'air qui passe à travers la tôle. Donc l'air préchauffé passe à travers la tôle, elle va rentrer ici, puis il va s'en aller dans le bâtiment d'élevage avant de rentrer dans la salle d'élevage. L'utilisation d'un mur solaire a fourni une chaleur équivalente à 900 à 1400 litres de propane de novembre à avril, soit environ de 20 à 30 % du propane habituellement consommé à la ferme. Ceci représente une économie de 12 à 18 sous par porcelet produit pour les 3 lots d'élevage d'hiver, donc environ 3000 porcelets. Il faut faire attention, c'est des coûts de 2004 où est-ce que le propane était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. De plus, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 1382 à 1105 kg de CO2 équivalent a été réalisée durant le projet. Cependant, la tôle utilisée pour un mur solaire est 10 fois plus coûteuse qu'une tôle ordinaire et semble être rentable plus facilement pour les constructions neuves. Donc, on parle d'un retour sur investissement d'un peu plus de 9 ans. Il faut faire attention, toujours des coûts de 2004. Finalement, je vais vous parler de l'impact que peut avoir les haies brise-vent sur les conditions d'ambiance à l'intérieur des bâtiments. En production porcine, le positionnement d'une haie brise-vent à un endroit stratégique peut apporter plusieurs avantages. Comme on peut voir sur la figure de Vizina en 2005, le positionnement d'une haie brise-vent, donc les 30 premiers mètres situés à côté de la haie brise-vent vont être la zone d'accumulation de la neige en hiver, puis de 30 à 60 mètres de distance de la haie brise-vent va être la zone de réduction maximale du vent. Donc, la haie brise-vent peut permettre de concentrer l'accumulation de neige dans une zone, comme je viens de mentionner. Donc, ça peut avoir un impact à la baisse sur les frais de déneigement dans les zones clés, donc le pourtour des bâtiments, le chemin d'accès, etc. Ça permet aussi de réduire la vitesse du vent, donc si on positionne la haie brise-vent entre 30 et 60 mètres du bâtiment. Donc, ça peut venir diminuer les coûts de chauffage des bâtiments grâce à la réduction de la vitesse des vents. Puis, un autre avantage non négligeable, la haie brise-vent peut améliorer la cohabitation. Donc, ça permet de diminuer les odeurs puis d'améliorer le paysage agricole. Selon une étude québécoise de Vizina et Tourigny en 2007, quelques années après l'implantation d'une haie brise-vent près d'un bâtiment porcin, des réductions annuelles de l'ordre de 10 % des coûts de chauffage et de 20 % des coûts de déneigement ont été observés. En conclusion, les nouvelles technologies en ventilation vont permettre d'être plus précis, de savoir exactement ce qui se passe et permettront de prendre les meilleures décisions selon les circonstances. De plus, elles permettront d'améliorer les conditions d'ambiance, le confort et le bien-être des animaux, ainsi, dans certains cas, les performances zootechniques. Différents systèmes permettent de préconditionner l'air entrant dans les bâtiments. Préchauffer l'air entrant en hiver pour diminuer les coûts de chauffage, ainsi que la production de gaz à effet de serre par la combustion du propane. On parle de technologies comme les puits canadiens, la géothermie, l'aérogéothermie, les échangeurs de chaleur, ainsi que les murs solaires. D'autres technologies permettent de refroidir l'air en été pour améliorer le confort des animaux. On parle de puits canadiens, géothermie et aérogéothermie. Les haies brise-vent, bien que non technologiques, offrent plusieurs avantages, dont la cohabitation, la diminution des vents et le contrôle des accumulations de neige. Voici les différentes références qui ont été utilisées pour la réalisation de cette capsule vidéo.
Cette publication bénéficie d'un financement dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques en agriculture, le PALCA, découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Merci aux collaborateurs, dont le CEDAC, le CDPQ, l'IRDA, l'Université Laval, l'UQSP, les éleveurs de porc du Québec, Ouranos et VIA, pour leur contribution.